In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microcidé, bonjour ou bien sûr bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un cinéaste que je connais de nom, de réputation, mais que je ne connaissais pas vraiment ses films. Il a fallu que quelqu'un vienne me voir, m'envoie un message pour me parler de ce cinéaste, de plein d'autres choses encore. Et c'est Lionel Grenier. Alors Lionel Grenier, il est créateur et rédacteur du site luciofulci.fr parce qu'aujourd'hui on va parler de Lucio Fulci, j'espère que je l'ai bien prononcé, puis surtout il intervient sur pas mal de bonus DVD, il crée, il est auteur et en plus de cela je crois que tu as même écrit, si je me trompe pas, chez nos amis de Prime Cut. Oui, exact, dans le premier numéro. Alors c'est un hasard total, mais j'ai écrit sur la sentinelle, enfin sur l'aspect fantastique et horrifique chez Winner et du coup je n'ai pas pu m'empêcher de parler de Fulci, mais c'était vraiment un hasard. À propos de la Sentinelle des Maudits, pour ceux qui n'ont pas suivi, voilà, je mets en avant les ressemblances qu'il y a entre les deux films et les différences du coup entre les deux cinéastes. Donc vous l'avez bien découvert, aujourd'hui on va parler de Lucio Fulci, et comme je disais, comme je l'explique, c'est vraiment un cinéaste que j'ai un peu découvert en préparant cette émission, parce que c'est surtout Lionel qui a vraiment tissé le fil conducteur, qui même, grâce à lui, j'ai pu recevoir de la part d'Artus Film, et je voudrais quand même les remercier, c'est très important, et les saluer. Le Miel du Diable, Béatrice Sensi, que j'ai découvert, qui est juste extraordinaire, qui est flamboyant même, je dirais. Et puis il y a cette fameuse trilogie de la mort que nous connaissons, L'Enfer des zombies, L'Au-delà, Frayeur, ce sont des DVD qu'on peut trouver chez Artus, je les salue et je le remercie. Et donc on va parler de Lucio Fulci. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Première question, très simple, très basique. Quand est-ce que ça s'est passé la première fois? Et c'était à quel âge? Alors, ça devait être vers 10-11 ans. C'est un moment où je découvre le cinéma en tant que tel. C'est-à-dire que avant cette période-là, c'était les films qu'on regardait à la télé. D'ailleurs, je regardais un Belmondo, un de Funès. Et puis, dans la préadolescence, ouais, vers 10-11 ans, je pense comme beaucoup, j'ai commencé à regarder des films d'horreur. Et puis, dans la diversité de ce genre-là, je me suis aperçu enfin, sans forcément intellectualiser la chose, mais je m'apercevais que en regardant un western ou un film d'horreur, il y avait quand même des petites ressemblances. Et du coup, en regardant les jaquettes, je me suis aperçu qu'il y avait des noms qui revenaient. Et c'est comme ça que le nom de Lucio Fulci m'est venu. Et donc, les trois premiers films, alors je ne me souviens plus trop de l'ordre, mais les trois premiers films de Fulci que j'ai vus, ce sont Le Miel du Diable, L'Enfer des zombies et L'Au-delà. Alors bien sûr, donc c'était début des années 90, dans des VHS avec des qualités d'image assez aléatoires, parfois même recadrées, parce on parlait de pan and scan pour ceux qui s'en souviennent. Donc voilà, des conditions pas forcément idéales pour découvrir un réalisateur. Et donc forcément, je regardais ces films-là dans une certaine quête de scènes choc, d'horreur, enfin de gore même. Et donc bien souvent, ces versions-là étaient coupées. Et paradoxalement, je trouve que le fait que ces films-là étaient censurés, ça a permis paradoxalement de mettre en valeur les scènes qui n'étaient pas spectaculaires. Et c'est comme ça que je pense, avec le recul, que je me suis intéressé à Fulci parce que j'ai été frappé par sa manière vraiment de concevoir une scène au-delà du gore. Mais ça, mais dès ton plus jeune âge, ça t'a marqué ou c'est beaucoup plus tard? Non, oui. Enfin, j'ai pas intellectualisé la chose, mais c'est vrai que vers 10-11 ans, je découvre Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper. Je découvre donc ces trois Fulci-là. Et je m'aperçois que ça ne ressemble pas du tout au film que je regarde à la télévision le dimanche soir sur TF1. Donc il y a vraiment une impression de terre inconnue qui est devant moi. Et donc, ben voilà, c'est l'époque de la VHS. Donc, en plus, j'avais la chance, même si j'étais en province, d'avoir un vidéoclub
qui proposait ce genre de films-là. Donc j'ai pu en consommer, et je dis bien consommer à cette époque-là beaucoup, et à parfaire ma cinéphilie. Donc vraiment, ma cinéphilie, elle vient par le film d'horreur. Et Fulci, donc, il est un des maîtres de l'horreur à l'italienne. Donc forcément, c'était une personnalité marquante dès le début pour moi. Et après, bien sûr, je me suis rendu compte outre le miel du diable, il a abordé différents genres. Et donc ma curiosité a suivi, ma cinéphilie a suivi ma curiosité en ne regardant plus que forcément des films d'horreur, mais le cinéma, ce qu'on appelait le cinéma populaire italien, à travers différents genres. Et après la découverte de réalisateurs comme Carax, Cassavetes, des réalisateurs qui sont très très différents, ça n'a pas amoindri mon amour pour Fulci. Il y en a d'autres pour qui j'ai moins comment dire, d'attachement, mais Fulci est toujours resté là, quoi. Mais comment tu es tombé sur ces films de Lucio Fulci à cet âge-là? Il y avait un passeur particulier? Comment ça s'est passé? Non, moi dans ma famille, on n'est pas du tout cinéphile, c'est pas du tout ça qui nous anime, mais comme je te disais, il y avait un vidéoclub qui proposait des films d'horreur, et j'avais sympathisé avec le gérant qui s'appelle John, et qui avait une collection personnelle, et donc du coup je pouvais profiter de ces films-là qui étaient plus nouveaux, donc il ne les avait pas forcément en rayon, mais il les avait dans sa collection personnelle. Et puis après, dans les vidéoclubs, je ne sais pas si tu as connu ça, mais après tu sympathises avec d'autres clients, et puis il y a des échanges qui se font. Et donc c'est comme ça que ça m'est venu. Et aujourd'hui, en 2022, dans ton histoire du cinéma, en fait, est-ce qu'il y a eu des moments où Lucio Fulci, tu le mettais de côté parce que c'était plus possible, parce que tu sais, quand on découvre sa propre histoire et quand on évolue avec l'histoire du cinéma, il y a des moments, pour des raisons qui nous dépassent, on met de côté quelque chose, puis on y revient un peu plus tard, et puis on se dit tiens, ça c'est différent que la première fois. Est-ce que tu es passé par ces étapes, ces sentiments-là vis-à-vis de ce cinéaste qui compte beaucoup pour toi? Fulci, en fait, ne m'a jamais... Enfin, plutôt, je n'ai jamais quitté Fulci, mais effectivement, quand on grandit, on regarde les films différemment, et ce qui fait pour moi que Fulci est peut-être un des cinéastes du cinéma populaire italien le plus important, c'est qu'on peut regarder ces films, les apprécier à des âges différents, et pour des raisons différentes. C'est-à-dire que quand tu es ado, tu vas chercher les scènes fortes, et puis après, quand tu commences à découvrir d'autres cinéastes, que tu commences à te poser des questions le rapport entre le sujet, l'image et le son, quand tu poses des questions sur le montage, tu t'aperçois qu'en fait que Fulci, c'était quelqu'un qui ne mettait pas seulement en image des sujets qu'on lui imposait plus ou moins, parce qu'après, bon, je pense qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais le cinéma populaire italien, qu'on appelle également bis, c'était quoi? C'était vraiment alors, c'était des productions artisanales, mais dans un cadre industriel. C'est-à-dire qu'il fallait reproduire des succès du moment, généralement américains. Et donc Fulci, lui, il a évolué dans ce cinéma-là, qui est donc très très loin de l'image du cinéma, de la politique des auteurs que nous aimons tant en France. Et donc, malgré ces conditions-là, malgré toutes ces contraintes, il a réussi à imposer vraiment sa marque et une certaine vision de la société, de la vie. Et il a pu mettre aussi beaucoup de choses personnelles. C'est-à-dire que ce qui m'a intéressé également, c'est qu'en me renseignant un peu sur l'artiste, enfin l'homme plutôt, je me suis aperçu qu'on avait pas mal de goûts en commun. Et donc, j'essaie de savoir si c'était un pur hasard ou est-ce que ces goûts-là en commun pouvaient justifier ou pouvaient expliquer pourquoi j'étais particulièrement touché par son cinéma. Et donc voilà, il y a un rapport assez étrange puisque je me sens à la fois très intime avec ce cinéaste qui, lui, pourtant, ne m'a jamais connu. Donc, parce qu'il est mort en 96. Il faut savoir, il est né en 1927. Il a commencé sa carrière de réalisateur en 1959. Donc, surtout dans la comédie et dans des films musicaux.
Et après, il se fera connaître à la fin des années 70 avec les films d'horreur. Et donc, il tourne jusqu'en 90-91 et il meurt dans un quasi-anonymat en 1996. Donc, moi, c'est vrai que quand je découvre ces films au début des années 90, il a déjà tourné tous ces films. Et je me souviens que c'est en lisant en fait L'écran fantastique que j'ai appris sa mort. Et du coup, voilà, c'était avec un entretien où il parlait de films qui n'étaient pas accessibles à l'époque pour nous, en tout cas, et donc notamment Béatrice Saint-Cy, que tu as évoqué en début d'émission. Et donc, il y avait aussi tout. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens de notre génération, on va dire les quarantenaires. C'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup fantasmé les films à travers les magazines. C'est-à-dire qu'il y avait des titres, il y avait des affiches, un photogramme, et tout ça nous développait un imaginaire. Et donc, c'est vrai que lorsqu'on découvrait enfin les films, des fois, il y avait de la déception. Et puis, des fois, ça collait ou ça allait au-delà de ce qu'on attendait. C'est marrant que tu dis ça parce que Godard disait que dans les années 40, il y avait beaucoup, dans les années 40, quand les films américains ne pouvaient pas encore passer la frontière, donc c'est beaucoup plus tard que les films américains ont pu être vus au cinéma en France. Et il disait qu'il y a beaucoup de films comme ça dont ils avaient lu des synopsis à droite à gauche, et il disait en gros avec son langage qui est propre à lui, et que c'est comme s'il les avait vus, ces films-là. Est-ce que tu as eu cette sensation-là par rapport à Fulci sur certains films, comme j'imagine peut-être Béatrice Saint-Cy, d'en avoir entendu tellement parler, d'avoir lu, d'avoir été chercher aussi des informations? Est-ce que lorsque tu te retrouvais finalement devant ce film pour la première fois, est-ce que tu avais une sensation de le connaître en fait avant de l'avoir vu? Alors, c'est vrai que Béatrice Saint-Cy, l'interview dont je parlais tout à l'heure, je crois que dedans, il dit lui-même qu'il n'a pas de copie de ce film, que c'est vraiment un film qui le touche énormément et tout ça. Donc forcément, c'était le film à avoir pour voir. Et c'est vrai que quand je l'ai vu la première fois, je l'avais fantasmé puisque je m'étais renseigné sur qui était Béatrice Saint-Cy, un personnage historique italien. On va dire que c'est une figure féminine historique qui est peut-être aussi importante que Jeanne d'Arc en France, niveau popularité, niveau voilà, représentation, même si ce sont deux histoires très différentes. Donc voilà, je m'étais intéressé à ce personnage-là, et j'essayais de m'imaginer comment le Fulci de l'au-delà pouvait faire un film sur ce personnage qui a encore aujourd'hui, je crois, représente un peu le féminisme en Italie. Et ce qui est marrant, c'est que Fulci, les films de Fulci ont souvent été accusés de misogynie, donc il y avait une sorte de dichotomie comme ça qui m'intriguait. Et c'est vrai qu'en voyant le film, j'ai été très surpris par sa construction narrative et la manière dont il mélangeait le temps. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le film de Fulci, et là on en arrive peut-être à la notion de terroriste des gens. C'est-à-dire que lorsqu'il fait Béatrice Saint-Cy, donc c'est un film historique, et c'est vrai que les films historiques, c'est un genre sans être un genre, mais souvent, quand on pense film historique, c'est une voix off au début qui va contextualiser, ça se passe en telle année, tout ça, et c'est souvent, ou en tout cas à l'époque, c'était souvent assez linéaire. Et Fulci, lui, lorsqu'il fait Béatrice Saint-Cy, il refuse la linéarité, c'est-à-dire qu'il va mélanger le passé, le présent, mais sans faire des effets de style, avec notamment des flashs pour dire attention, là c'est le passé. Et donc il nous propose un film qui entremêle les temporalités, et la temporalité c'est quelque chose qui est très important dans le cinéma de Fulci. Donc c'est vrai qu'il y avait une certaine audace qui ne correspondait pas sur les a priori que j'avais à propos des films historiques. Et Béatrice Saint-Cy, c'est un film important. Tu ne m'as pas posé la question, mais je vais répondre à la question que j'ai dans ma tête. C'est que Béatrice Saint-Cy, c'est un film important parce que c'est un film qui est réalisé en 1969. Et donc, c'est vrai que de 59 à 69, il a surtout réalisé, donc je disais, des comédies, des films musicaux. En 66, il fait son premier western, Le Temps du Massacre. Et 1969, c'est vraiment une année charnière.
c'est-à-dire qu'il réalise Beatrice Ainsi et Perversion Story, qui est son premier giallo. Et donc c'est là où il va basculer, où il va délaisser, on va dire, la comédie dans laquelle il était enfermé, pour vraiment s'affirmer comme un réalisateur, voire un cinéaste. Et Beatrice Ainsi, c'est un film important, parce que alors qu'il était enfermé dans la catégorie de réalisateurs qui touchent au genre populaire, c'est-à-dire que les comédies qu'il faisait avec Franco et Ciccio, c'était surtout des parodies. Et donc, il parodiait les succès du moment, et donc il parodiait les genres. Et en fait, toute cette période-là, même si pour un public français, ça peut paraître un peu lourd, c'est un comique qui est très, très italien, mais il faut voir cette période-là comme un laboratoire pour Fulci, parce que déjà, il va parfaire sa vision du cinéma, comment il va mettre en image des scènes qu'on va lui donner. Donc on voit vraiment une évolution, et c'est vrai que dans ces dernières comédies, on commence à voir dans la mise en scène le Fulci qu'on va connaître dans L'Enfer des zombies, L'au-delà, Frayeur et tout ça. Et ça va lui donner une pleine conscience de ce qu'est un genre, parce que pour les parodies, il faut connaître les codes, et la parodie, c'est faire exploser tous ces codes-là. Et lorsqu'il va arrêter de faire de la comédie, lorsqu'il va faire pleinement du genre, entre guillemets, sérieusement, c'est ce qu'il va faire sans passer par la comédie. C'est-à-dire qu'il va à chaque fois aborder un genre en essayant de le dynamiter. Et c'est pour ça que, plus que Le Poids du macabre, qu'on a souvent donné, on lui a souvent donné ce surnom-là, je pense que Le Terroriste des genres, et c'est d'ailleurs lui-même qui se revendiquait en tant que tel, c'est vraiment quelque chose qui colle le plus à Fulci. Et donc, lorsqu'il fait Béatrice Ainsi, on se dit, enfin, il se décolle des parodies de films d'espionnage, il se décolle du western ou d'autres genres. Et on s'aperçoit que même lorsqu'il aborde un sujet, entre guillemets, plus noble, à savoir Béatrice Ainsi, le personnage historique, il faut savoir qu'on est en 1969, donc il y a tout le mouvement de la jeunesse, de la libéralisation de la femme et tout ça. Donc lui, il accepte de faire ce film sur Béatrice Ainsi pour détourner la commande, parce que le but c'était de faire un film avec des sérénades. Et donc les sérénades, alors on n'entend pas très bien dans la version française, mais dans la version italienne, quand on écoute bien, on entend effectivement les sérénades en fond sonore, mais après le film, c'est pas un film très très glamour. Mais donc, lorsqu'il fait Béatrice Ainsi, qui est un film historique, il ne peut s'empêcher d'avoir recours à l'imaginaire du cinéma populaire italien. C'est-à-dire qu'on y trouve des traces du giallo, on y trouve des traces du western. Donc, pour moi, ce film-là, il est important parce qu'il est crucial dans la carrière de Fulci, mais il montre vraiment qui était Fulci. C'est-à-dire que c'était à la fois un pur réalisateur du cinéma populaire italien, et en même temps, un cinéaste qui développait vraiment un regard sur le monde qui l'entoure. Avant, tu as évoqué beaucoup de choses sur lesquelles on va rebondir pendant l'émission. Je pense par exemple à l'obsession du temps, tout ça. Mais juste avant cela, tu cites souvent cinéma italien populaire. Est-ce que je peux te poser la question à savoir que représente Lucio Fulci dans le cinéma italien, point final? Ou alors il faut dire dans le cinéma italien populaire? Mais aujourd'hui, c'est différent. En fait, il y a deux choses à prendre en considération, c'est-à-dire que niveau professionnel, c'est-à-dire que lorsque Lucio Fulci réalise des films, donc entre 1959 et 1990, on va dire, donc les années 50, 60, 70, début 80, ce sont des années vraiment folles pour le cinéma italien. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, sur Le Venin de la peur, la photo est faite par Luigi Cuvailer, qui est le directeur photo d'Elio Petri, qui va aussi être le directeur photo de Dario Argento. Donc les techniciens, eux, ils ne faisaient pas de différence entre le fait de travailler pour Lucio Fulci ou Rossellini ou Mario Bava. Donc ça, c'est le premier point. Et donc dans ce contexte-là, Lucio Fulci était considéré vraiment comme enfin, les Italiens, même aujourd'hui, lorsqu'on les interviewe, ils disent tous que c'était un grand professionnel. Donc pour eux, c'est vraiment la plus belle qualification qu'on peut leur donner, c'est d'être un bon professionnel. Donc dans l'industrie,
Fulci, même si c'était quelqu'un avec un caractère très volcanique, les producteurs lui faisaient confiance. Ils savaient qu'en lui donnant un budget avec un planning de tournage assez restreint, il livrerait un produit, parce que c'est comme ça que les producteurs réfléchissent, qui livrerait un produit bien fait et qui en plus aurait certainement un succès. Après, il faut voir auprès des cinéphiles et de la critique. En France, alors j'ai oublié le nom, mais je sais qu'il y a un petit livre sur l'histoire du cinéma italien, et donc c'est vrai que lorsqu'il est question du cinéma populaire italien, le nom de Fulci n'apparaît pas du tout. Donc, alors que chez ce qu'on appelle les bisseux, donc c'est-à-dire les fans de cinéma bis, ce sont les bisseux qui ont découvert Lucio Fulci à la fin des années 70. C'est-à-dire que lorsqu'il réalise L'Enfer des zombies, le film, il fait la couverture de Fangoria aux États-Unis. Le film est un événement au festival du Rex à Paris. Donc, il y a toute cette frange-là de la cinéphilie qui va vraiment le porter au nu. Et c'est vrai qu'à côté, la critique dite plus classique ou institutionnalisée, c'est pas qu'elle va le regarder d'eau spécialement, mais elle ne va même pas prêter attention. Mais comme c'est le cas de tout ce mouvement-là, Mario Bava a subi le même sort à son époque. Dario Argento, c'est un peu différent parce que lui, il arrive un peu plus tard. Et puis, il avait vraiment l'image c'était vraiment un réalisateur rockstar. Donc, il intriguait quand même. C'est-à-dire médiatiquement, il était présent. Donc, même s'il n'avait pas forcément de bonnes critiques, on parlait quand même de lui. Et c'est vrai que pour trouver des traces des films de Fulci dans les revues comme Les Cahiers du cinéma ou Positif, c'est un peu plus rare, quoi. Ouais, il faut s'appeler, entre autres, je crois que c'est Vincent Maloza qui avait écrit un papier sur Lucio Fulci dans les cahiers du cinéma, mais il faudrait vérifier, il faudrait confirmer. C'est ça, mais moi je parle au moment où il fait les films. Après, c'est sûr que bon, il est mort en 96. Entre-temps, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu la Cinémathèque qui a programmé, qui l'a programmé. Après, il y a eu Neo Publishing, un éditeur de DVD qui a fait un travail éditorial considérable en sortant ses films en DVD, mais aussi en proposant des bonus qui cherchaient à comprendre qui était Fulci et qui a, d'une certaine manière, légitimé un peu plus son cinéma. Et puis après, plein d'autres. Mais comment tu peux expliquer, en général, chez lui, dans son pays, est-ce qu'il avait, à la fin des années 60 jusqu'au début des années 80, allez, la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 80, milieu des années 80, est-ce que c'était un cinéaste qui avait en moyenne un bel accueil critique et aussi un bel accueil public? Alors pour connaître quelques... J'ai des copains italiens, et c'est vrai que quand je leur ai parlé de Fulci la première fois, ils n'en avaient jamais entendu parler. Jamais. En revanche, si on leur dit, mais c'est lui qui a plus ou moins lancé la carrière de Adriano Celentano, c'est lui qui a lancé la carrière au cinéma, c'est lui qui a lancé la carrière au cinéma de Franco Ciccio, c'est lui qui a coécrit Un Américain à Rome, là, ils se disent, ah oui, oui. Donc, en fait, ils connaissent sans savoir vraiment qui est Lucio Fulci. Là, je parle pour le grand public. Après, il a souvent été assassiné par la critique italienne, mais encore une fois, lui, comme d'autres qui ont œuvré dans ce cinéma populaire italien, c'est-à-dire ceux qui faisaient à la chaîne des westerns, des films d'horreur, des péplums, des gialli, etc. Donc, c'était pas vraiment une cabale spécialement contre lui. Bon, lui, comme il se considérait comme quelqu'un qui valait mieux que cette étiquette-là, il prenait les critiques assez mal, et surtout les critiques, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, dans les journaux, il y a certaines critiques qui n'étaient pas signées. Et donc ça, c'est quelque chose qui le mettait hors de lui, c'est-à-dire qu'il disait, moi je fais un film, je le signe, je l'assume, et là, il y a un gars derrière sa machine à écrire qui me démolit et qui signe même pas le papier. Donc lui, il a toujours eu un rapport un peu compliqué avec la critique italienne qui ne l'a pas spécialement épargné. En revanche, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que lorsqu'il fait ses comédies, le marché visé, c'est le marché intérieur, c'est le marché italien. Et lorsqu'il fait des comédies, la vedette, ce n'est pas le réalisateur, ce sont les comédiens. C'est Lando Busanca, c'est Franco Ciccio, voilà, ce sont les acteurs qui sont les vedettes. Lui, il n'est entre guillemets qu'un technicien
dans le processus. Et donc, on critique plus, s'il y a des éloges si les films sont appréciés, ils sont appréciés par rapport aux acteurs, donc on va mettre en avant les acteurs. Lui, il a un peu souffert de ça, et c'est vrai que le fait de sortir de la comédie et d'œuvrer dans des genres comme le western, et encore mieux le film d'horreur, où les acteurs, entre guillemets, surtout dans cette époque-là, ne sont pas importants, c'est vraiment le réalisateur qui va imposer une atmosphère. Lui, ça lui a permis d'être au devant de la scène. Donc là, ça a un peu changé, et surtout, ce sont des films qui se sont exportés. C'est-à-dire que lorsqu'il fait les comédies, encore une fois, c'était pour le marché italien, mais lorsqu'il fait l'Enfer des zombies, c'est le marché international. Et donc, il se retrouve de son vivant à être interviewé dans Fangoria, dans Mad Movies. Donc, pour lui, c'est une sorte de consécration. Donc, il faut différencier le point de vue professionnel et après, dans la critique italienne, et après la critique internationale. Et parce que ces films-là étaient faits pour l'exportation. Je parle de films d'horreur et les westerns. Et c'est parce qu'il y a eu aussi une nouvelle génération qui est arrivée, qui a été élevée au vidéoclub et qui l'a remis vraiment. Aujourd'hui, je veux dire, c'est indiscutable, Lucio Fulci. C'est un grand cinéaste. Point. Oui, mais c'est quelqu'un qui a marqué. Mais c'est toujours pareil. C'est ce que tu dis régulièrement dans ton émission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, il y a des cinéastes, enfin des réalisateurs qui ne sont pas du tout importants, qu'on ne trouve pas intéressants. Et puis peut-être que dans 20 ans, il y a des gars qui auront 40 des filles. ans, voilà. Des gars ou des filles. Des gars ou des filles. Enfin, oui, des gars ou des filles, exactement. Et puis qui vont avoir des arguments qui se tiennent et qui, au final, vont proposer une vision de ces réalisateurs-là que nous n'avions pas vu. Et je pense que ça s'est passé avec Fulci. Parce que Fulci, son premier public, encore une fois, c'était le public de cinéma de quartier. Donc, il venait pour voir l'effet. Et donc, on disait que c'était un cinéma grossier, grotesque. Et ce qui fait qu'on parle plus de Fulci que d'autres du cinéma populaire italien, c'est encore une fois parce qu'il y avait d'autres choses en dehors de la qualité professionnelle de ces films-là. Alors, qu'on est clair et on est précis là-dessus, nous n'allons pas refaire toute la filmographie de Lucio Fulci. Ce serait très très long. C'est possible sur plusieurs émissions, mais on va surtout parler de quelques films et surtout de trouver des connexions pour essayer de parler en général sur le style, tout ça. Mais tu vois, par exemple, là pour le coup, je suis le cobaye pour avoir découvert plus que redécouvert, parce que L'Au-delà, je l'avais déjà vu, mais c'est l'un de ses films les plus connus, enfin, du grand public. C'est marrant parce qu'en voyant tous ces films, alors Béatrice N6, ce qu'il faut dire, c'est que si on ne connaît pas ce film, si celles et ceux ont vu La Passion Béatrice de Tavernier, voilà, c'est une autre manière de raconter l'histoire, mais c'est plutôt, c'est vraiment passionnant. Mais, et ça, ce que je vais dire, tu l'as écrit aussi. Mais il est vrai que je trouve parfois qu'il y a, mais alors peut-être que c'est délibéré parce qu'il a une capacité à déconstruire le récit. Ça, pour le coup, c'est passionnant. Ça donne, c'est plutôt un cinéaste moderne pour le coup. Mais je trouve qu'effectivement, parfois, il y a une baisse de rythme comme ça dans quelques-uns dans la plupart de ces films, comme si est-ce que ça a un rapport au temps, l'obsession du temps, c'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment tout soit posé, comme si le curseur doit repartir du début, et donc il y a un moment comme ça parfois où c'est très flou, où il y a une espèce de baisse de rythme. Est-ce que c'est dû, même surtout dans certains de ces films qui sont les plus importants, est-ce que c'est délibéré de la part de Fulci? Alors, je ne sais pas si la baisse de rythme est voulue dans certains de ces films. En revanche, ce qui est certain, c'est que le temps, c'est vraiment quelque chose qui l'obsédait. C'est quelqu'un qui est contrairement. Enfin, c'est vrai que Dario Argento, c'était son ennemi intime. Donc il y a des ressemblances, mais aussi des différences. Mais je pense que Fulci, je suis même certain, puisqu'il le disait lui-même, il se posait vraiment énormément de questions en fait sur la vie, sur la mort. Il avait un rapport très conflictuel avec le catholicisme, qui était sa religion, mais il disait qu'il était athée. Mais en même temps, lorsqu'on voit ces films ne peuvent être faits que par un catholique.
Et il expliquait que il était obsédé par ce qui était en dehors du temps. Donc, en gros, pour lui, c'était une manière de parler de la mort. Et lorsqu'il fait Béatrice ainsi, qu'il déconstruit, on a l'impression qu'il cherche comment dire, à déjouer enfin, ce qui va advenir du sort de Béatrice. C'est-à-dire qu'on sait qu'à la fin, elle meurt, et on a l'impression qu'il essaie d'être le maître du temps, en fait. Et le fait c'est sa position en tant que cinéaste. Lorsqu'il fait Le Miel du Diable, que tu as évoqué tout à l'heure, également, il aurait pu faire le film en 2 parties très simples, c'est-à-dire toute la relation du premier couple, et ensuite ce qui lie le personnage féminin principal et le personnage masculin. Mais non, il préfère entrecroiser tout ça jusqu'à une issue fatale, et en même temps, le fait de déconstruire son récit, ça permet de redonner vie à un personnage qui est en fait mort depuis quasiment le début du film. Et il y a un film que tu n'as peut-être pas vu, qui s'appelle, en France, il n'est pas sorti en France, mais si on traduit en français, ça s'appelle Les Portes du Silence, où en fait c'est un film, c'est son dernier film en plus, donc c'est vraiment un film testamentaire d'une certaine manière, où c'est un personnage qui court vers sa propre mort. Et il avait une idée, c'était d'avoir un cadran d'une montre, enfin, ou d'une horloge arrêtée pendant tout le long du film. Bon, le producteur n'a pas voulu. Mais voilà, il y a vraiment cette obsession d'être hors du temps. Alors, est-ce que le fait d'être réalisateur et de diriger un film lui permettait d'échapper à cette espèce de fatalité qui était sa propre mort? Ça, je ne sais pas. Mais également, il a fait un film qui s'appelle Voix profonde, où en fait, le personnage principal meurt, mais il reste en communication avec sa fille, et bon, pour savoir un petit peu pour découvrir en fait pourquoi il est mort. Et là, pareil, c'est pendant 1h30, on voit quelqu'un qui essaie de déjouer l'issue fatale, d'être toujours en vie alors qu'en fait, il est matériellement mort. Donc, les baisses de rythme de ces films-là peuvent s'expliquer des fois pour des raisons simplement d'écriture, mais effectivement, ça s'inscrit aussi dans son obsession du temps. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il réussit à traiter cette question-là dans des films qui ne sont jamais très longs. C'est-à-dire qu'on pourrait aujourd'hui, avec un film de 2h20, 2h30, on pourrait dire oui, je fais un film sur la notion du temps qui passe, de la vie, de la mort et tout. Lui, il a réussi à faire ça dans un cadre très restreint, qui est le cinéma populaire italien, avec des contraintes qui sont énormes, c'est-à-dire l'obsession de la scène choc, donner au public ce pourquoi il est venu, dans une durée de temps assez courte, et il arrive quand même à créer ce sentiment, et puis l'au-delà, bien sûr. Voilà, la fin de l'au-delà, c'est vraiment une séquence qui est hors du temps. Donc, c'est pour ça que je trouve que Fulci, il est différent de réalisateurs comme Giulio Questi ou Aldo Lado, qui ont œuvré qui ont œuvré également dans le cinéma de genre, mais ils sont, entre guillemets, surtout des auteurs. C'est-à-dire que quand on voit les films de Questi, on a plus parfois l'impression de voir un film de Godard qu'un film d'un réalisateur du cinéma populaire italien. Alors que Fulci, lui, il arrivait vraiment à faire un vrai film de bis, mais tout en développant son univers. Et donc, dans son univers... Oui. Ouais. Non, mais il y a deux choses. Je vais rebondir sur l'obsession du temps. Est-ce que ce serait pas une forme d'épée de Damoclès qui se retrouve sous les personnages? Est-ce que ce serait ça plutôt? Oui, parce que alors, après, bon, je n'ai pas été à ses côtés, mais c'est quelqu'un qui a été marqué par l'absence et par la mort, notamment de sa femme, qui a été sa femme est morte en 1969. Bon, dans des conditions un peu tragiques, et donc il s'est retrouvé à élever seul ses 2 filles, et donc je pense que il s'est rendu compte de la mort, de se dire je suis seul à élever mes 2 filles, j'ai un boulot qui me prend énormément de temps, parce qu'il disait pour lui sa vie c'était le cinéma, et donc il était
très 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 occupé, mais tout en étant attaché à ses 2 filles et en sachant que s'il lui arrivait quelque chose, il n'y avait plus sa femme. Donc je pense que c'est une problématique qu'il a travaillé vraiment tout le long, quoi, jusqu'à ce que ça imprègne ses films. C'est ce que ça imprègne ces films. Tu viens de dire quelque chose que c'était une question que j'allais te poser pratiquement à la fin du. C'est ce qui était génial avec toi, Lionel, c'est que tu me balances toutes les pistes, c'est fascinant. Non, mais j'allais te poser cette question à la fin par rapport une question extrêmement naïve, basique, tout ce que tu veux, mais on le sent quand on voit les films de Fulci. C'est vraiment sa vie, hein. C'est vraiment sa vie, le cinéma. C'est pas quelque chose. Enfin, il a un rapport très fort, très sanguin avec le cinéma. Oui. Alors, c'est vrai qu'on a souvent dit qu'il était très colérique, et en fait, ce qu'il ne supportait pas, c'était le manque de professionnalisme. Encore une fois, le professionnalisme est très important dans l'industrie dans laquelle il évoluait. Et contrairement à ce qu'on dit, il ne s'en prenait pas forcément que aux femmes, il s'en prenait aussi aux hommes lorsqu'il estimait qu'ils n'étaient pas professionnels. Et c'est vrai que le cinéma, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Fulci, il grandit donc sans son père, mais bon, on reviendra peut-être là-dessus si on parle par rapport à Argento. Mais le cinéma, c'est vraiment ce qui l'a sauvé, c'est-à-dire que sa mère voulait qu'il fasse une carrière de médecin, voilà. Et donc lui, le cinéma, après, il dit, alors ça c'est la légende, après est-ce que c'est vrai, on ne sait pas, mais la légende veut que il décide de faire une carrière dans le cinéma suite à une déception amoureuse. En fait, il y en a eu beaucoup, hein. Il y en a eu beaucoup qui ont fait ça. Il était amoureux d'une fille qui était d'une classe sociale supérieure à la sienne. Et donc voilà, il est entré dans l'équivalent de la Fémis en Italie. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'il est devenu ami avec Elio Petri. Et donc le cinéma, c'est vraiment ce qui lui a permis, on va dire, de sortir de chez lui, même s'il aimait aussi énormément la peinture, le jazz. C'est quelqu'un qui a vraiment baigné dans un milieu culturel italien assez conséquent. Mais le cinéma, donc c'est ce qui lui a permis de sortir de chez lui, et on voit son amour du cinéma à travers ses films. Dans le sens, il disait par exemple qu'il se moquait des critiques qui aiment comparer les films à d'autres films. Et c'est vrai que moi je le fais, on le fait tous plus ou moins. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il était, encore une fois, dans une logique de cinéma bis. C'est-à-dire qu'on lui demandait, lorsqu'il fait l'au-delà, l'idée à la base, même si ce sont des films très différents, lorsqu'il fait l'au-delà, l'idée c'est de refaire Inferno. Lorsqu'il fait l'enfer des zombies, l'idée c'est de surfer sur le succès du zombie de Romero. Et donc lui, le fait de dire ça, c'est une manière de dire non mais je ne suis pas un copieur. Parce que Fulci, lui, il est vraiment dans la répétition d'un geste, mais il n'est jamais dans son imitation. C'est-à-dire qu'il ne va jamais copier véritablement, cinématographiquement, le sujet qu'il est censé reproduire. Et lorsqu'on s'intéresse à sa cinéphilie, on s'aperçoit qu'il est autant nourri de John Ford que de Dario Argento qu'il est censé recopier. Lorsqu'il fait Les 4 de l'Apocalypse, ce qui est un western, qui est son dernier, son avant-dernier western, pardon, parce que le dernier c'est Celle d'argent. Lorsqu'il fait Les 4 de l'Apocalypse, qui est un western tardif, en fait, ce qui l'intéresse, c'est vraiment le postulat. Lorsqu'il lit le scénario, j'en suis persuadé, il y voit la poursuite infernale. C'est-à-dire qu'il voit, sauf que là, il n'y a pas de diligence, c'est une calèche toute moisie. Et d'ailleurs, le personnage de Fabio Testi dit au début du film, ils auraient pu faire un effort quand même en nous donnant une diligence plutôt que cette calèche. Et donc lui, il part de Ford pour au final faire un film qui n'a aucun rapport avec Ford, dans le style, dans les thématiques. Et donc lui, ce qu'il n'aimait pas, qu'on réduise, je pense que tout artiste n'aime pas ça, qu'on le compare à un autre. Mais je pense que dans le cadre de Fulci, il faut comparer, puisque ça permet justement de montrer à quel point il était singulier. Si on s'amuse à comparer, encore une fois, La poursuite infernale et Les 4 de l'Apocalypse, si on s'amuse à comparer Argento avec ce que lui faisait, on s'aperçoit des différences fondamentales qu'il y a. Et c'est une certaine manière, c'est un axe
critique qui peut permettre de montrer justement à quel point son cinéma était personnel, malgré les conditions de production très mercantiles. On va parler ça du style quand on a préparé l'émission. Je t'avais posé la question très basique, hein, hors caméra, mais bien avant, hein, donc c'était pas message interposé. Je t'avais dit, est-ce que tu peux me donner comme ça une liste de films, si on veut découvrir Fulci, quelle serait selon toi la liste de films? Et tu m'as cité donc Béatrice Cenci, on en a beaucoup parlé, mais aussi Djali, Le Venin de la peur, La longue nuit de l'exorcisme, L'Éventroir de New York, en film d'horreur, L'enfer des zombies, L'au-delà, on peut aussi peut-être rajouter Frayeur, même si, mais bon, en tout cas, c'est la trilogie de la mort, La maison près du cimetière et le miel du diable. Et puis, il y en a d'autres, certes, mais c'était cette liste-là. Les films que tu cites, enfin, que tu me conseilles de voir qui serait une espèce de porte d'entrée comme ça, c'est quand on les voit, j'en ai vu quelques-uns. Tu parlais du fait que il y a certains de ses contemporains qui étaient plutôt des auteurs parce que quand on voit leurs films et tout, on a cette impression que voilà, il y a un style qui pourrait ressembler à d'autres cinéastes tels que Godard, etc. Mais Fulci, c'est un auteur, il a son propre style, il a une manière de mettre en scène qui est identifiable, qui est reconnaissable, surtout avec les films que je viens de citer. Il a un style, Fulci. Et si oui, ce serait comment il se traduirait ce style Fulci? Alors, je pense, après je ne suis pas un théoricien, mais pour moi la question de style et la question d'auteur, c'est pas forcément synonyme. C'est-à-dire que je pense que le pire des tâcherons peut avoir son style à lui. Après, est-ce que ça en fait pour autant un auteur? Et puis après, il y a des auteurs intéressants, des auteurs pas intéressants, et puis il y a des tâcherons qui font de bons films et des auteurs qui font des mauvais films. Je pense que effectivement, Fulci a un style et il est entre guillemets auteur parce qu'il y a des thématiques, il y a une vision et il y a une manière d'exprimer artistiquement cette vision. Et c'est un truc tout bête. Par exemple, alors je cite souvent cet exemple, mais ça concerne son film peut-être le plus connu et c'est un exemple pour moi assez frappant. Lorsque dans L'au-delà, il y a deux personnages féminins qui discutent. Si on prenait, parce qu'il y a une idée alors je ne sais plus par qui elle avait été lancée, mais que la construction des films d'horreur de Fulci, ça rapprochait du cinéma pornographique. Alors je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Si ça veut dire qu'il y a des scènes de transition dialoguées, plates, pour mener à la scène choc, si c'est ça, pour moi, cette définition-là ne correspond pas. J'en veux pour preuve, L'au-delà, c'est vrai qu'il y a le lynchage au début du film, il y a la scène avec les araignées, tout ça, il y a des scènes d'horreur choc, mais moi, ce qui m'a frappé au final, mais dès le début, ce sont les scènes où il n'y a pas de violence. Et bon, on peut parler de la fin, on peut parler du tout début, avec l'arrivée des villageois, avant justement le lynchage, on y voit une maîtrise, une attention vraiment, vraiment particulière sur la mise en scène. Et donc, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il filme deux personnages féminins dans L'au-delà, il aurait pu opter pour le chant, contre-chant. Donc, je commence par un plan de mis ensemble, je situe les deux personnages dans le décor, je me rapproche d'eux au fur et à mesure qu'ils discutent pour montrer l'intensité de leurs propos. Et en fait, on s'aperçoit que régulièrement, Fulci, il essaie vraiment de se sortir du diktat du chant contre chant. Et il met souvent en scène, et souvent, alors je ne dis pas que ce sont des plans séquences, mais souvent ce sont des longs plans qui proposent différentes échelles de plans, qui peuvent mélanger à la fois mouvement de caméra, mais aussi un mouvement optique, enfin un zoom. Donc, zoom. Il apportait vraiment une attention particulière aussi dans les scènes dialoguées. Alors, pas pour les dialogues, parce que les dialogues n'avaient peut-être pas d'importance, mais la manière dont il filme Émilie et Lisa dans L'au-delà lorsqu'elles discutent, la manière dont elles sont éclairées, ça donne une clé du film. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté un personnage qui est éclairé avec une couleur chaude, de l'autre, le personnage est éclairé avec une couleur froide, avec un éclairage en douche, ce qui lui donne un aspect mortifère, alors que l'autre est un personnage plus doux, plus chaud, plus chaleureux. Le fait que la caméra bouge lie les deux personnages. Et voilà, sans trop aller loin dans
dans l'analyse, on peut dire que c'est plus ou moins deux facettes différentes d'un même personnage. Donc, Emily étant peut-être le reflet de Lisa dans le monde des morts. Donc, pour moi, un tâcheron, il aurait balancé cette séquence-là avec un chant contre chant, et puis basta, comme disaient les Italiens. Donc, il y a pas seulement... En fait, je parle de ça parce que c'est vrai qu'on a souvent mis en avant les séquences horrifiques de Fulci, et pour moi, alors, je vais faire un peu de provoque, mais pour moi, les scènes gore de Fulci, c'est peut-être là où on voit moins le cinéaste. Pourquoi ? Parce que ce sont des séquences qui sont guidées par l'effet. On est dans une époque où il n'y a pas d'effets numériques, donc ce sont des effets de plateau, de maquillage. Donc si je veux couper une gorge, il y a le vrai couteau, la vraie gorge, et à un moment, je suis obligé de couper en fonction d'un certain axe pour le raccorder avec la fausse gorge et tout ça. Donc, pour moi, c'est pas là où on voit Fulci. Là où on voit Fulci, c'est effectivement lorsque le personnage dans l'au-delà, lorsque le personnage d'Emily s'enfuit avec le chien, où il procède à des ralentis, à des répétitions de mouvements, pour nous dire, mais sans le faire passer par des mots, comment une aveugle peut s'enfuir alors que son chien est derrière elle et elle arrive totalement à courir. Et donc c'est une séquence qui n'a aucune justification narrative dans le sens classique, mais qui va ajouter quelque chose à l'atmosphère, qui va ajouter quelque chose à l'aura de ce personnage qui est à la fois aveugle mais qui voit. Donc, et puis on peut parler aussi dans Frayeur, même si c'est pas j'avoue, c'est pas le Fulci que je préfère, même si beaucoup de fans trouvent que c'est peut-être un de ses meilleurs films. Mais dans Frayeur, il y a aussi pas mal de choses, notamment la manière dont il filme le psy avec ses tableaux en fond. Bon, enfin, là c'est encore un autre sujet, mais il avait un rapport très compliqué, par exemple, avec la psychanalyse. C'est-à-dire que contrairement à Argento, lui, il rejetait ça. Il se moque d'ailleurs de ça dans Le Venin de la peur, dans Frayeur, où il y a le personnage qui est censé analyser les gens, qui ne comprend, et qui dit mais je ne peux pas expliquer ça. Donc dans Le Venin de la peur, et c'est en cela aussi qu'il s'oppose à Hitchcock, même s'il fait souvent référence à Hitchcock. Dans Le Venin de la peur, en fait, la psychanalyse, elle permet de tromper pour commettre un crime, alors que chez Hitchcock, c'est la psychanalyse qui va aider à résoudre. Et par exemple, Fulci n'aurait jamais pu faire un film qui s'intitule Le syndrome de Stendhal, par exemple. Voilà, lui, il était plus dans la métaphysique que dans la psychanalyse. Et lorsqu'il fait L'Éventreur de New York, c'est pas du tout pour livrer un portrait psychologique du tueur, même si c'est dans l'histoire, parce qu'il faut justifier les crimes et la résolution. Je pense que ce qui l'intéresse dans L'Éventreur de New York, c'est peut-être quelque chose qui le renvoie à sa propre vie, c'est-à-dire que sa fille, lorsqu'il fait Sel d'argent, un accident de cheval très très grave, qui va s'en remettre, et puis après elle va de nouveau avoir des problèmes, mais il s'est posé la question de la mortalité de son enfant. Et je pense que c'est ce qui l'a intéressé dans L'Éventreur de New York, qui d'ailleurs, à la base, avait une autre histoire. Et donc, il a fait modifier cette histoire-là pour en venir au film qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, encore une fois, c'est une commande qui devient un film personnel, mais tout en répondant à ce que le genre réclamait à ce moment-là. C'est marrant que tu parles de scène gore, du fait que Fulci, pour toi, le Fulci ne se retrouve pas forcément dans les scènes gore, alors que quand on cherche un peu des informations sur le cinéaste, très très vite on l'associe à ça, à sa violence. Et il y a des films que tu m'avais conseillé de voir, comme La Longue Nuit de l'Exorcisme, par exemple. Alors que ces films-là, comme Le Venin de la peur, enfin, il y a quand même des moments où l'on sent que construire l'effroi, c'est quand même quelque chose de très important pour lui. Et en plus, la construction de cet effroi se traduit par quelque chose de très frontal. C'est-à-dire qu'il va vraiment montrer les choses, il ne va pas les manipuler. Et c'est très beau, c'est très beau paradoxalement, finalement, avec ces fameux yeux percés, mais c'est très beau parce que ça renvoie à une espèce d'origine du cinéma, c'est-à-dire les effets spéciaux, les trucages, on les voit,
on les voit réellement et c'est pas grave parce qu'il va encore beaucoup plus loin dans cette manière comme ça de construire l'effroi. Et alors que personnellement, je trouve que pour le coup, là, Fulci est très intéressant. Alors, oui, moi je ne parle pas de violence, je parle de gore. C'est-à-dire, dans ces séquences gore, on peut être. Lorsqu'il fait Obsédé malgré lui, qui est une comédie, qui est peut-être son film le plus sulfureux et qui lui a valu pas mal de problèmes avec la censure, donc une comédie avec Lando Buzzanca, c'est un film qui est d'une certaine manière très violent et il n'y a pas de gore dedans. Donc moi, je parle vraiment de l'exposition de la chair. Parce que c'est vrai que pour légitimer Fulci, il peut y avoir des textes qui essaient de proposer des réflexions sur la putréfaction chez Fulci. Et je pense honnêtement que, certes, lorsqu'il fait L'Enfer des zombies, c'est un film de commande, mais comme Béatrice ainsi est un film de commande. Donc attention, je ne dis pas que ça veut dire qu'il s'en fout. Il fait L'Enfer des zombies. D'ailleurs, c'est un des rares films d'horreur pour lequel il suit quasiment parfaitement le script. Après, avec l'au-delà, Frayeur, il va vraiment s'en écarter. Lorsqu'il fait L'Enfer des zombies, le film est un succès, donc il est associé aux zombies. Donc, en fait, et donc au gore. Donc, les gens l'ont découvert par ça dans le public international. Donc, forcément, on le ramène à ça. Mais quand il entreprend Frayeur, donc le titre italien c'est Paura, bon désolé pour mon accent italien, et ce sont je crois que c'est les distributeurs qui ont fait ajouter dans la ville des morts vivants. Lorsqu'il fait l'au-delà, il n'y a pas de zombies. Je crois que c'est un investisseur, c'est peut-être le distributeur allemand, je ne sais plus là, mais qui fait ajouter les zombies dans le dernier acte. Donc lui, il s'y plie. Mais honnêtement, certes, le dernier acte de Frayeur est marrant avec ses zombies, mais Fulci d'ailleurs le filme comme un western, comme un assaut de western. Et donc là, on en vient à une des obsessions de Fulci, même s'il n'a réalisé que 3 westerns. Le western est vraiment quelque chose qui l'a obsédé. Mais donc, tout ça pour dire qu'effectivement, on l'associe au gore, et donc aux zombies et donc au gore, parce que c'est par ça qu'il a été connu. Il a continué à en faire parce que c'est ce qu'on lui demandait. Mais dans Frayeur, les zombies, ce sont plus des figures spectrales. En fait, Frayeur, c'est un film concept sur la peur. Et donc, si on analyse un petit peu le film, on s'aperçoit qu'il parle des fantômes, qu'il parle du slasher, qu'il parle effectivement des zombies. Il essaie de représenter plusieurs formes de peur. Dans l'au-delà, qu'est-ce qu'il essaie de matérialiser? Il essaie de matérialiser la mort. Et cette mort-là, elle prend vraiment forme à la fin par justement ce moment hors du temps. Les zombies ne sont que des pantins qui sont là pour agiter, pour apporter du sang. Mais tout le début du film, la figure du zombie, elle est quasiment absente. Il y a le plombier qui revient, mais la figure du zombie telle qu'on le voit à la fin n'est pas dans le film. C'est pas ça qui l'intéresse. Il s'y plie, c'est ce qui fait, encore une fois, on en revient à ce que je disais au début, c'est ce qui fait qu'il est entièrement un réalisateur du cinéma populaire italien, mais en même temps, il développe son univers. Donc, si on lui dit de mettre des zombies, il va les mettre. Il va bien faire le truc. Il va faire en sorte que les zombies soient bien faits, que les effets soient choquants, comme on lui demande. Et honnêtement, dans Frayeur, je pense que si on enlève toutes les séquences horrifiques, le film, il tient la route. Il est toujours aussi fascinant. Par exemple, si on prend la séquence finale, où on a 2 personnages, bon, je pense que beaucoup de gens ont vu ce film, mais il y a 2 personnages qui arrivent vers l'au-delà, d'où le titre du film. Le passage entre la mort et le sous-sol dans lequel ils sont, le film, je le connais par cœur. Je l'ai vu un nombre incalculable de fois. À chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois que le plan où on les découvre dans l'au-delà apparaît, je ne m'y attends pas. Donc, parce qu'on a souvent dit que c'était des films qui étaient tournés à la va-vite, qui étaient montés n'importe comment. Ben, rien que cette séquence-là, on voit la précision du montage chez Fulci. Et ça vaut, certes, parce qu'il a eu 2 monteurs. Hein. Il a eu Vincenzo Tomassi à partir de fin des années 70, mais également avant, il avait Ornella Micheli. Et on voit aussi quand même une connaissance et une précision assez chirurgicale dans le montage. Donc, je pense que ça vient, c'est lui le point commun de ces 2 monteurs-là, quoi. C'est pas un monteur, et puis après, quand il change, le film ne tient plus la route. Donc,
Voilà, Fulci, c'était quelqu'un qui était très complet, qui s'intéressait beaucoup aussi au son. Si on regarde l'au-delà dans la version italienne, parce que les VO des films de Fulci, c'est un grand débat, mais ce sont les versions italiennes. C'est les seules versions qu'il a supervisées. Même si l'histoire se passe en Angleterre ou je ne sais où avec des acteurs javanais, l'au-delà, la version de Fulci, c'est la version italienne. Et si vous écoutez la version anglaise ou française, enfin anglophone ou française et l'italienne, vous apercevrez que dans le mixage, dans tout ce qui est ambiance sonore, on perd beaucoup de choses. Donc c'était vraiment quelqu'un de très complet aussi techniquement et qui n'attachait pas de l'importance que à son effet gore. Il était très pointu sur tout ce qui était lumière, tout ce qui était mouvement de caméra, tout ce qui était montage, musique et aussi ambiance sonore. Frayeur, même si ce n'est pas vraiment mon préféré, d'un point de vue sonore, c'est un film qui est très 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 puissant. C'est-à-dire qu'il nous fait entendre des bruits de jungle alors que le film ne se passe pas du tout, mais tout ça pour en arrière-plan expliquer d'où vient la figure du zombie, donc la culture vaudou, donc dans l'île d'Hispaniola où se passe l'enfer des zombies. Les films les plus aboutis, les plus réussis selon toi de Lucio Fulci, est-ce qu'ils disent quelque chose finalement de la société italienne ou c'est tout simplement des films beaucoup plus personnels que ça? Donc des films qui parlent finalement de lui-même. Mais Fulci, c'est vraiment un Italien. C'est un peu idiot comme ça, mais il est né en 1927. Ce qui est marrant, c'est qu'il est né pile entre Bava et Argento. C'est-à-dire qu'il est né 13 ans après Bava et 13 ans avant Argento. Et donc, c'est un cinéaste, et pas qu'un réalisateur, c'est un cinéaste profondément italien, mais qui a une fascination aussi pour l'Amérique. On en parlera peut-être si on en a le temps. Mais donc effectivement, il développe quelque chose de personnel, mais ces films, lorsqu'il fait Obsédé malgré lui, il s'en prend à la démocratie chrétienne qui régnait alors en Italie, mais de manière hyper violente. Il montre, c'est un film politique, et d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi ce film n'a toujours pas d'édition digne de ce nom en France, parce que non seulement c'est un film qui est bien fait, qui est comique, et qui en plus a vraiment du fond. Lorsqu'on regarde Béatrice Cenci, le film est commandé, encore une fois, pourquoi? Parce qu'il y a tout ce mouvement de la jeunesse, il y a la figure de Béatrice qui revient, entre guillemets, à la mode, comme la femme qui a su défier l'autorité patriarcale. Il y a aussi une critique... Il y a de l'inceste, il y a une histoire d'inceste aussi. Exactement, la manière dont il filme l'inceste, voilà, la manière dont il filme l'inceste, tu disais par exemple qu'il était frontal. La manière dont il filme l'inceste dans Béatrice Cenci, c'est assez intéressant. Alors, l'inceste n'a jamais, je crois, historiquement été vraiment établi. Mais il aurait pu, puisqu'il... Entre le père et sa fille, entre Béatrice Cenci et son père. Oui, entre Francisco Cenci et Béatrice Cenci. Et donc, puisqu'il œuvre dans ce cinéma populaire italien, au contraire, le côté sexy est très important dans ce cinéma-là. Et on s'aperçoit que Fulci, lui, lorsqu'il va faire des films où il va avoir un peu plus la maîtrise de ses sujets, le côté sexy n'est plus très présent. Le Miel du Diable, c'est pas un film très sexy. C'est vendu comme un film érotique, mais franchement, les scènes érotiques, elles sont d'une tristesse absolue. Enfin, voilà, quelqu'un qui regarde le Miel du Diable pour s'exciter, je pense qu'il a un petit souci. Mais donc, tu parlais de frontalité chez Fulci. L'inceste, comment il le filme? Il le filme avec seulement un contre-champ du ventre de Béatrice, avec les gouttes de sueur de son père qui tombent sur ce ventre. Donc, c'est quelqu'un qui se pose aussi la question de comment représenter un acte, entre guillemets, interdit. Donc, il se l'interdit de le figurer de manière frontale. Donc, il est aussi capable de, entre guillemets, de subtilité. C'est-à-dire que toute cette séquence, l'animalité du père, on entend les chiens aboyer à l'extérieur, il s'exprime par onomatopée, la manière dont il filme le père comme un danger inéluctable, et la manière dont il montre Béatrice qui à la fois a peur et montrée comme une victime, mais qui en même temps reste sur
sur ses convictions. Encore une fois, je ne pense pas que beaucoup de réalisateurs de ce cinéma-là se seraient posé énormément de questions. Ils auraient filmé la chose frontalement, et puis ils seraient passés vite à une autre séquence. Donc, effectivement, il a une vision de cinéma, il développe des thématiques qui sont propres, qui lui sont propres, pardon, et effectivement, ces films sont forcément le fruit d'une époque, le fruit d'une histoire. Donc, Béatrice Saint-Cyr, parce qu'il y a ce mouvement-là. Les 4 de l'Apocalypse, par exemple, les 4 de l'Apocalypse, c'est un western, et le méchant du film, qui est interprété par Thomas Millian, on va dire qu'il ressemble un peu à Charles Manson. Et en fait, c'est très intéressant, parce que le film, il sort en 75, donc en 75, on connaît déjà la face obscure du mouvement hippie. C'est-à-dire qu'il y a déjà les morts d'artistes à cause d'overdose, et puis il y a Charles Manson qui est vraiment l'antéchrist, dans le sens le faux prophète. Et Thomas Millian, c'est ceux qui jouent, il joue le faux prophète. Donc lorsqu'on voit les 4 de l'Apocalypse, c'est un film qui parle, même si c'est un film western, il parle de son époque. Alors certes, Charles Manson, c'est aux États-Unis, mais ça a eu des répercussions en France, comme ça a eu des répercussions en Italie. Donc ces films ne sont pas hermétiques à son époque. Et même, on pourrait même dire que même de leur nature même, ils ne sont pas hermétiques, puisqu'ils sont censés surfer sur les succès du moment. Donc lorsqu'il fait bon, alors le Giallo, c'est un peu particulier, mais voilà, lorsqu'il fait des parodies, lorsqu'il fait un film futuriste, c'est parce qu'il y a eu un film futuriste avant qui a fonctionné. Donc il y a ce côté opportuniste dans le choix des sujets qu'on lui propose, et après, lui, en tant qu'artiste, il est le fruit d'une société. Donc il y a ce mélange-là qui fait que ça donne une œuvre globale qui lui ressemble et qui ne ressemble pas forcément à d'autres. Cette fascination pour l'Amérique que tu évoquais, elle s'est traduite par ces westerns? Mais, en fait, Fulci, pour moi, il incarne vraiment le cinéma populaire italien sur plein d'aspects, mais aussi sur cet aspect-là. C'est-à-dire que le cinéma populaire italien, c'est quoi? Ce sont des Italiens, des Européens, on va dire, des Européens, qui cherchent à reproduire les succès américains à moindre coût. Et puis, il faut vite les produire pour pouvoir profiter du succès outre-Atlantique. Donc, il y a ce rapport de fascination pour l'Amérique, mais en même temps, les Italiens, ils regardaient aussi l'Amérique avec un certain mépris. Je pense aussi par jalousie. C'est-à-dire, eux, ils ont les moyens, eux, ils ont le marché, eux, ils ont... Et Fulci, sa fascination pour les États-Unis, déjà, il était un grand amateur de jazz. Il a fait tourner Chet Baker dans un de ses films. Et le western, c'est vraiment... c'est pas moi qui le dis, ça, mais le western, c'est vraiment le genre américain par excellence. Donc, oui. Le premier film qu'il fait en dehors de la comédie, c'est quoi? C'est Le Temps du Massacre, c'est un western. Et donc ça aussi, c'est significatif. En 1966, le personnage du frère, je pense que ça fait penser à un film de War Dogs. Mais donc, il ne fera que 3 westerns, en fait, même s'il devait réaliser aussi Chacun pour soi, qui est un très bon western européen. Il a commencé un autre western, mais je crois qu'il est parti au bout d'un jour ou deux. Mais Fulci, il incarne vraiment ce rapport compliqué avec l'Amérique, parce qu'il va à la fois puiser dans l'imaginaire western, mais jamais pour glorifier ses sujets. Par exemple, lorsqu'il fait un western italien, il ne glorifie pas forcément son sujet, effectivement. Pourquoi? Parce que le western italien n'est pas américain. Encore une fois, c'est idiot, mais le western européen ne participe pas au roman national américain. Donc, il peut se permettre une vision moins enchantée de la conquête de l'Ouest. Donc, effectivement, les cas de l'Apocalypse, c'est flagrant dans ce cas-là. Mais lorsqu'il fait L'Enfer des zombies, je pense qu'il accepte le film parce que pour lui, c'est une manière détournée de tourner un western. Quand on regarde la scène d'introduction avec le revolver pointé vers le spectateur, pourquoi un revolver? Il aurait pu choisir une autre arme. L'assaut final,
pour moi, c'est très western. Et puis la manière dont il filme la ville fantôme, pareil, lorsqu'il fait dans Frayeur, lorsqu'il filme la ville fantôme, on se croirait, on a l'impression que des cow-boys vont arriver. Dans Frayeur, il y a le bar, c'est comme un saloon. Et d'ailleurs, les 2 chansons qu'il utilise dans cette séquence-là, ce sont 2 chansons de son western, Les Quatre de l'Apocalypse. Et dans L'Enfer des zombies, il filme aussi l'église. L'église dans le western, c'est quoi? C'est vraiment le symbole de la conquête du territoire. C'est-à-dire, voilà, maintenant, ce n'est plus le territoire indien. Exactement. Et de quoi parle L'Enfer des zombies? Justement, de territoire. Parce qu'on a souvent dit les zombies de Romero, ce sont des zombies politiques, alors que Fulci, il va dans l'outrance. En fait, c'est juste que les zombies de Romero ne signifient pas la même chose que les zombies de Fulci, en tout cas pour L'Enfer des zombies, j'entends. Les zombies de Romero, ils sont entre guillemets frais, parce que, voilà, société de consommation, enfin bon, voilà, c'est pas mon domaine d'expertise, mais je dis des banalités, mais en gros, c'est ça. Les zombies de Fulci, ils sont plus délabrés. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus vieux. Ces zombies-là, ils viennent d'il y a 500 ans. Dans le film, il est dit que les zombies, c'est vraiment c'est né du mélange de la culture vaudou et des conquistadors. Donc de ceux qui sont arrivés en Amérique pour conquérir le territoire. Et donc on peut voir ces zombies-là complètement délabrés comme cette vieille mauvaise conscience qui ressurgit et qui s'attaque aux Blancs qui sont sur cette île. Mais encore une fois, si on parle toujours du western, au début du film aussi, sur le bateau, où il y a 2 policiers avec un zombie sur le bateau, la configuration, c'est celle d'un duel de western. Donc là, encore une fois, il utilise donc l'imaginaire du western, pas pour glorifier son sujet, mais pour l'attaquer et pour, entre guillemets, dénoncer. Mais La Longue Nuit de l'Exorcisme, qui a priori n'a aucun rapport avec le western, mais La Longue Nuit de l'Exorcisme, la manière dont il filme les paysages, et puis le personnage de la sorcière, ses croyances ancestrales avec le personnage de George Wilson, tout ça, on peut les associer aux Amérindiens. Et le pont qu'il y a au début du film, qui Fulci disait c'est comme une cicatrice au milieu du paysage, ce pont-là qui est en fait la modernité qui est en train de gangréner la campagne et tout son folklore, on peut dire que c'est la même chose que le train des westerns qui symbolise encore une fois la conquête d'un territoire. Donc à chaque fois, la guerre des gangs, enfin bon voilà, on va pas faire 2 heures là-dessus, mais la guerre des gangs... On peut faire 2 heures là-dessus, c'est pas le problème. La guerre des gangs, c'est le seul polar qui est réalisé par Fulci. C'est un film qui est une version polar, en tout cas par rapport à son personnage principal, au cas de l'Apocalypse. C'est joué par le même acteur. Les 2 personnages sont des gars qui sont pas forcément violents, qui sont pas du tout violents même, qui sont plutôt des beaux gosses, qui jouent un peu de leur charme et qui finissent par qui finissent par tomber dans la violence pour un souci de vengeance parce que les 2 hommes ont vu la femme qu'ils aimaient se faire violer. Donc lorsqu'il fait la guerre des gangs, effectivement, on peut voir ça aussi comme un western, mais là, c'est un peu moins pertinent de dire ça parce que le néo-polar, le polar italien, il est arrivé justement historiquement après le western. Donc, en gros, des sujets western pouvaient être retranscrits dans le Naples ou le Milan actuel, enfin actuel par rapport à l'époque. Mais donc voilà, il y avait cette puissance de l'imaginaire du western, mais pas pour les valeurs américaines, plus pour le fantasme qu'il provoquait auprès des Européens et d'autres parties du monde. Beaucoup de choses ont été dites durant cette émission et je pense que ça peut donner plusieurs portes d'entrée pour pouvoir donc découvrir ce monde ou redécouvrir aussi le cinéma de Lucio Fulci. D'ailleurs, dans le descriptif de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien luciofulci.fr qui est le site orchestré, pensé de main de maître par monsieur Lionel Grenier. Il y a beaucoup de choses. Juste une dernière question avant qu'on arrête là, et après celles et ceux qui nous regardent, vous continuez là pour le coup en regardant ou en découvrant les films de Lucio Fulci. Au début de l'émission, tu disais que tu avais appris sa mort en lisant, je crois, L'Écran fantastique, si je me trompe pas.
Tu disais aussi que c'était dans les dernières années de sa vie, il était pratiquement, il était complètement mis à part, il était oublié. Et comment tu peux expliquer ça, le fait que les dernières années de sa vie ont été catastrophiques pour lui et qu'il était complètement oublié? En fait, déjà, il avait une santé qui était assez délicate. Et par manque d'argent, on va dire, il s'est retrouvé sur un fauteuil roulant. Donc, c'est vrai que ça ne motive pas les producteurs pour l'embaucher. Il y a Dario Argento qui devait le produire et donc il est mort juste avant la pré-production de L'Homme au masque de cire. Ça s'explique aussi parce que l'industrie qui en a fait une espèce de héros n'existait plus. L'industrie du cinéma populaire italien a vraiment décliné dans les années 80. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans un de mes textes, c'est-à-dire qu'il incarnait ce cinéma-là aussi jusque dans sa chair. C'est-à-dire que lorsque le cinéma populaire italien décline, il est victime du sang contaminé en Italie. Et puis, il réussit à s'en sortir presque par miracle. Donc, il restera quand même très, très amoindri. Donc, il y avait des conditions industrielles qui n'étaient plus là, une santé qui n'était plus au beau fixe, son caractère aussi, je pense, et puis le cinéma était passé à autre chose. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les sujets qui pouvaient éventuellement l'intéresser, ça devenait des téléfilms en 5-6 parties à la télé, et avec des contraintes qui n'étaient plus forcément celles qui pouvaient l'intéresser en tant qu'artiste. Donc, il a travaillé un petit peu pour la télé, il a cherché aussi à travailler à la télé, il a proposé des sujets, mais peut-être qu'il n'était pas télécompatible comme peut l'être Lamberto Bava, par exemple, qui lui a continué à œuvrer à la télé italienne pendant quelques années, quoi. Mais bon, je pense qu'il est quand même mort, même s'il est mort, on va dire, un petit peu oublié en Italie. Il commençait à être invité dans des festivals, dans des conventions où il pouvait rencontrer des gens qui avaient été fascinés par ses films 20 ans auparavant. Donc, et puis, il y a aussi une journaliste italienne qui l'a filmé pendant des heures et des heures, et je crois que c'est sorti l'année dernière, Fulci Talks, ça s'appelle, et je crois que c'est quand même un des rares, si ce n'est le seul, réalisateur du cinéma populaire italien à avoir été quand même autant interviewé de son vivant. Donc, il avait quand même cette satisfaction-là. Et puis surtout, il y a des éditeurs intéressants et intelligents qui font le travail de reprendre tout ça et de les transmettre. Et je pense par exemple notamment à Artus Film, que je remercie encore. Je remercie surtout Lionel parce que ça a été l'intermédiaire. Mais merci à Artus pour m'avoir envoyé ces films-là. Donc ça existe, il y a plein d'autres films et ils sont disponibles. Et c'était effectivement, tu parlais de personnes qui ont été inspirées, influencées et qui le citent. Il y a Tarantino, par exemple, qui le cite souvent. Enfin voilà, ça continue encore. Tarantino, je rappelle, voilà, effectivement. Et je rappelle donc le site luciofulci.fr. Je vous invite à y aller dans le descriptif de cette vidéo. Allez-y, cliquez. En tout cas, c'était un plaisir, Lionel, de t'écouter nous parler de ce cinéaste. Je dis ça souvent dans mes émissions, mais là, je ne mets pas de point final, je mets 3 points de suspension, ce qui veut dire que tu vas être obligé de revenir sur Microciné pour parler d'autres choses. Et ça sera avec plaisir. Avec plaisir, en tout cas. Je te remercie. Merci à toi. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.